Quand on parle d'espace, il y a 3 choses que j'aimerais voir de mon vivant. Une mission habitée vers Mars, la découverte de vie extraterrestre dans le système solaire ou au-delà, et avec un peu de chance, une description quantique de la gravitation, ou peut-être le changement de paradigme qui la rendrait inutile. Pour les objectifs 2 et 3, c'est dur de mesurer les progrès. On découvrira peut-être la vie dans le cosmos demain ou jamais. La physique théorique peut avancer d'un coup via le génie d'une seule personne, ou buter sur le même problème pendant des siècles. Pour le voyage habité sur Mars, en revanche, je me permets un peu d'optimisme, surtout depuis quelques années. Les États-Unis et la Chine ont l'air déterminés à retourner sur la Lune. Un effort qui devrait rendre Mars un peu plus atteignable, et surtout d'ici quelques années seulement, Occidentaux et Chinois souhaitent ramener des échantillons de la planète rouge. C'est-à-dire faire avec des robots un trajet aller-retour jusqu'à Mars, et donc démontrer que c'est possible. On peut aller jusqu'à la planète rouge et même en revenir. Il n'y aurait alors plus qu'à changer l'échelle pour espérer passer aux humains. Cet effort de retour d'échantillons est une étape cruciale vers le voyage martien habité. Avec un peu de chance, elle pourrait même faire avancer mon second objectif si on découvrait dans les échantillons des traces d'une vie passée. Dans cette aventure, il y a également un enjeu de puissance. Réaliser un exploit technique, discuté depuis des décennies mais jamais mis en pratique, renforcera l'impression de supériorité technologique de la nation qui y parviendra. Et c'est peut-être sur ce point que la Chine est en train de miser gros. Alors qu'Américains et Européens semblent assaillis de doutes sur leur capacité à ramener des échantillons martiens, Pékin semble avancer à grands pas et semble mettre toutes les chances de son côté pour devenir la première puissance spatiale à réussir cet exploit historique. En l'espace de quelques années, presque subitement, la Chine est devenue un acteur spatial majeur. Le pays dispose du programme lunaire le plus avancé au monde et de sa propre station spatiale multimodule. Pékin est l'une des rares puissances à avoir réussi une mission à la surface de Mars du premier coup. Et l'agence spatiale chinoise est la seule à avoir ramené des échantillons de la face cachée de la Lune. Le pays lance chaque année de très nombreux satellites, développe plein de nouveaux lanceurs et possède un secteur du New Space florissant. La Chine est selon toute mesure la seconde puissance spatiale aujourd'hui, et elle a l'ambition de devenir la première. C'est autant une histoire de symboles que de chiffres. On peut s'attendre à ce que les lanceurs chinois adoptent très bientôt un rythme de lancement très élevé, pour mettre en place le Starlink national. Mais toutes les missions ne se valent pas. Au milieu de cette effervescence, Pékin aimerait marquer les esprits, montrer au monde entier qu'elle est capable de réaliser des prouesses qui échappent même aux Américains. Et un retour d'échantillons martiens se dessine comme l'option la plus réaliste et la plus proche. Les Américains parlent de ramener des échantillons martiens depuis des décennies, mais sans faire vraiment de progrès notables. On avait l'impression qu'une initiative avait enfin trouvé son élan avec Mars Sample Return, qui doit se faire en collaboration avec l'Europe. Mais les signes envoyés depuis le début de l'année sont inquiétants. Le budget explose, la NASA a trop d'objectifs et pas assez d'argent. Et il est de plus en plus question de sévèrement retarder, voire d'annuler complètement la mission. En face de ça, la Chine adopte un son de cloche très différent. Le pays a commencé à évoquer une mission de retour d'échantillons martiens à la fin des années 2010. L'objectif a ensuite été annoncé publiquement en 2021. La mission a même pris un nom, Tianwen-3. Cela fait suite à Tianwen-1, la mission qui a permis de poser le premier rover chinois sur Mars, il y a 3 ans. Et à Tianwen-2, une mission de retour d'échantillons d'un astéroïde qui doit être lancée l'année prochaine. Initialement, les calendriers chinois et occidentaux collaient presque parfaitement. Le but étant de ramener des échantillons martiens au tournant des années 2030. On se place donc un peu dans une logique de course comme on l'observe déjà sur la Lune. Mais alors que les occidentaux songent à annoncer du retard, la Chine annonce de l'avance. Il y a quelques semaines, un responsable du programme a déclaré que la mission de la Chine pourrait être prête à décoller en 2028. Dans 4 ans seulement. Avec les retards que même la Chine connaît, le lancement pourrait alternativement avoir lieu au cours de la fenêtre suivante, en 2030.
Quoi qu'il en soit, c'est un objectif ultra ambitieux. Pour mener à bien cet effort, la CNSA, l'agence spatiale chinoise, va devoir faire preuve d'une maturité technologique sans égale. L'agence semble décidée à faire des choix réalistes, qui s'appuient notamment sur des éléments déjà en place. Côté lanceur, pas besoin d'attendre les longues marches 9 et 10, les lanceurs super lourds qui vont permettre le programme lunaire habité. La Chine peut simplement s'appuyer sur sa longue marche 5, son lanceur actuel le plus performant qui a des capacités légèrement supérieures à une Ariane 64. Le programme consiste donc à faire tenir toute la mission dans un lancement double. Une mission longue marche 5 pour transporter un atterrisseur, un système de collecte et une mini-fusée, et dans l'autre longue marche 5, la Chine ferait partir un orbiteur et un vaisseau destiné au voyage retour vers la Terre. Celui-ci transportera une capsule de rentrée atmosphérique dans laquelle pourront être stockés les échantillons en vue de leur largage vers l'atmosphère terrestre. Il n'y a ici qu'un rendez-vous orbital à effectuer. Il se fera lorsque la fusée ayant décollé de la surface de Mars devra rejoindre l'orbiteur de la seconde longue marche 5. La comparaison avec le programme occidental souligne la simplicité de la solution chinoise. Pour les Américains et Européens, il y a un lancement supplémentaire. Il a déjà eu lieu et il a permis de lancer le rover Perseverance, l'astromobile en charge de collecter les échantillons. Il faudra en plus réaliser 2 rendez-vous précis. Un en orbite de Mars, comme pour la Chine, mais également un à la surface de la planète rouge. Il faudra poser l'atterrisseur et ses systèmes de collecte à une distance suffisamment faible des caches d'échantillons de Perseverance pour permettre une collecte relativement rapide. Réaliser un atterrissage de précision sur Mars n'est pas une mince affaire, c'est déjà suffisamment complexe sur la Terre ou la Lune. En s'enlevant ce défi, la Chine élimine une source de complexité qui est inévitable pour le programme occidental, à moins d'abandonner les échantillons de Perseverance. En revanche, la Chine aura moins de temps et d'opportunités pour trouver les échantillons idéaux. Le plan prévoit d'exploiter une foreuse directement sur l'atterrisseur, soutenue éventuellement par un drone à hélice et un robot à 6 pattes. Des éléments mobiles seraient ici très précieux. La mission va passer au moins quelques mois sur Mars, probablement autour d'1 an, et il y aurait donc de véritables opportunités pour faire de l'exploration. Avec ou sans drone, le site d'atterrissage sera primordial. La CNSA a déjà retenu 3 candidats. Ils répondent à plusieurs critères. Ce sont des régions avec une élévation basse pour se donner plus de temps de freinage dans l'atmosphère. Leur surface est relativement plate pour faciliter l'atterrissage. Et elles présentent bien entendu un intérêt pour l'exobiologie, puisqu'elles ont très certainement abrité de l'eau liquide voilà 3 à 4 milliards d'années. La première de ces régions est Utopia Planitia, c'est là que le rover Zhurong de la mission Tianwen-1 a atterri. La Chine serait donc en terrain connu avec cette option. Vient ensuite Amazonis Planitia, une des plaines les plus plates de Mars, où on peut notamment observer les fameuses coulées sombres de la planète. Enfin, Cheiris Planitia pourrait également être choisi. C'est là qu'a atterri la sonde Viking 1, et d'après les résultats de l'expérience Labelid Release, il y a peut-être de la vie à chercher. Tous ces sites fourniraient très probablement des échantillons passionnants, voire des preuves de vie passée ou présente. En plus d'une démonstration de puissance, la Chine pourrait donc faire avancer un des questionnements les plus brûlants de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Au vu des informations qui ont transpiré ces derniers mois, on serait donc tenté de parier sur une victoire chinoise dans cette course à l'échantillon martien. Attention toutefois à 2 éléments qui pourraient venir ternir le tableau. Le premier, c'est que pour la première fois en plus de 30 ans, l'économie chinoise semble avoir attrapé la grippe. Les indicateurs économiques du pays, malgré leur fiabilité douteuse, montrent au moins un ralentissement, si ce n'est une stagnation de la croissance. Et on sait que quand il faut resserrer les cordons de la bourse, les programmes spatiaux ne sont pas les plus simples à défendre. La CNSA pourrait ainsi se trouver dans la même position que la NASA, à devoir faire des choix draconiens. Le deuxième élément à surveiller, c'est SpaceX. L'entreprise américaine a toujours Mars dans le viseur, et le Starship n'est plus un fantasme qu'on peut ignorer tranquillement. Il y a quelques mois, la NASA a demandé aux entreprises américaines des propositions pour ramener les échantillons de Persévérance plus vite et moins cher. Une opportunité pour SpaceX de pitcher son Starship sur Mars.
On pourrait imaginer un des immenses vaisseaux de l'entreprise qui emporterait une fusée plus petite pour le redécollage. Refaire le plein d'un Starship sur Mars est en effet encore de la science-fiction. Mais avec 100 tonnes de charge utile à la surface, on s'ouvre bien des options. Les 4 prochaines années vont ainsi dévoiler de plus en plus précisément une course vers Mars au moins aussi haletante que la course à la Lune dont on discute souvent sur cette chaîne. Espérons simplement qu'à la clé, les échantillons ramenés par les uns ou les autres nous offriront des perspectives excitantes sur l'histoire de notre voisine rouge. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.